Et je crois, sans tomber dans une espèce de complotisme, je crois qu'ils ont très peur d'une jeunesse qui se politise et qui s'éduque à la politique. Et ça, on le retrouve de plus en plus. Et c'est un axiome de l'histoire qui veut que dès que les jeunes noirs aux États-Unis dans les années 70, ou même avant avec la loi de Civique 60, vous pouvez prendre toute l'histoire de l'humanité au XXe siècle avec des mouvements de jeunesse. Mais 68, à partir du moment où l'on s'est politisé, l'État a tapé. Et je crois qu'il ne supporte pas le fait, alors que c'est censé être un ministère qui s'est battu pour l'éducation, enfin qui en a fait son cheval de bataille électoral, il ne supporte pas qu'une jeunesse se politise de manière hétérodoxe, en dehors de l'orthodoxie. Et maintenant, vous avez de plus en plus, regardez ici, par le tissu associatif, par tous les dons d'enseignants, donc on voit bien avec les jeunes qui débattent, prennent de plus en plus possession et part au débat. Et je pense que ça fait de plus en plus peur. Je pense que c'est une piste de réflexion qui peut être rassurante mais inquiétante par les moyens répressifs qui sont mis en place et qui sont anticonstitutionnels. Oui, je voudrais relancer le débat en vous rappelant à quoi sert la Constitution, puisque c'est dans ce texte qui est, selon la hiérarchie des normes, le texte le plus élevé. Bref, il y a des conventions, il y a des principes aussi qui peuvent même se trouver, je sais où, des principes constitutionnels qu'on n'a même pas encore envisagés, donc, mais qui sont là, qu'on sortira au moment des droits de l'enfant, par exemple. On aurait pu penser dès le début de l'humanité, non, les droits de l'enfant, c'est une convention internationale de 1990, où là on dit l'enfant a le droit d'avoir un nom, de vivre en famille, d'être éduqué, d'avoir un nom, un prénom, d'être considéré comme une entité. C'est 1990. Donc, et finalement, on a sorti ça des nuages de quelque part. Et ça veut dire que ces principes-là, on peut les sortir, même on pourrait imaginer qu'un juge, mais un juge de basse juridiction, tribunal administratif, un juge des libertés, d'un TGI, ose dire, mais attendez, cette règle, cette loi que vous voulez imposer est anticonstitutionnelle parce qu'elle ne correspond pas à des principes constitutionnels nouveaux, comme le nécessaire respect de la vie privée des gens, un rappel du droit de vivre selon ses convictions, de les transmettre, chose qui existe dans quelques conventions universelles des droits de l'homme, dans des chartes européennes, dans des conventions européennes des droits de l'homme, et qui nous rappellerait. Et alors c'est vrai, le législateur, le gouvernement pourrait être tenté de dire, bon, on ne va pas laisser la liberté aux gens, aux citoyens, et encore plus aux juges, d'aller chercher des principes qu'on n'aurait pas auquel on n'aurait pas fermé la porte. Et la seule façon de fermer la porte à des principes nouveaux, voire protecteurs, c'est tout simplement de mettre une norme, bonne ou mauvaise, mais en tout cas celle qui correspond à celle du gouvernement, dans la Constitution. Comme ça, aucun juge ne pourra dire que la loi ordinaire qui en découle est contraire à la Constitution, puisqu'on aura mis quelque chose de discriminant, de limitant dans la Constitution. C'est pour cela que la Constitution étant ce texte qui devrait être le contrat qui unit tous les Français, et c'est le texte qui organise les pouvoirs, c'est également le texte qui désigne et qui protège ce que sont les intérêts nationaux. C'est ça la Constitution. Lorsqu'on donne une valeur constitutionnelle à la charte sur l'environnement, on dit que finalement, toute personne a également droit à un environnement sain, etc. Et donc, mais si on donne cette valeur-là, donc les gouvernements ne peuvent plus faire des lois n'importe comment. En revanche, si on bétonne dans la Constitution en mettant des mesures scélérates, il faut le dire, des mesures discriminatoires, alors aucun juge ne pourra dire c'est contraire à la Constitution. Et même le Conseil constitutionnel ne pourra pas faire son travail, puisque finalement le texte discriminant sera dans la Constitution. Approchez. Je cherche à comprendre si, comme le gouvernement... Micro. Monsieur Hollande demande à faire durer l'état d'urgence jusqu'à on ne sait pas quand,
ce cas-là, ce qui fait peur, c'est-à-dire qu'il sera seul décisionnaire, de tout ce qui peut arriver. C'est cela. Dans ce cas, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons marché hier, nous avons manifesté, aujourd'hui nous débattons, très peu de nombre, mais concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire plus pour interpeller, pour dire non, nous ne sommes pas d'accord, nous voulons garder notre citoyenneté. C'est ça une démocratie, par définition. C'est quoi une démocratie? Merci. Puisque vous avez parlé de choses concrètes, je vous informe que hier, après la manifestation, la Ligue des droits de l'homme, les sections de Cannes et de Nice se sont réunies avec le syndicat des avocats de France, avec le syndicat de la magistrature, et on a décidé de monter un observatoire de l'état d'urgence dans le département des Alpes-Maritimes. Donc, première réaction, on va observer ce qui se passe, le dénoncer, éventuellement agir en justice dans la mesure du possible, puisque vraisemblablement ce sera avec le juge administratif, donc avec un effet réel un peu dégradé. On a fait un petit communiqué, je vous le lis. Après les attentats de novembre 2015, déclarer l'état d'urgence était compréhensible. 3 mois de mise en pratique de cet état d'exception permettent de mesurer les atteintes susceptibles d'être portées aux libertés publiques et les risques de dérive auxquels sa pérennisation expose. Des rassemblements et des manifestations sur des thèmes très éloignés des causes de l'état d'urgence ont été interdites. Par exemple, au moment de la COP21, des militants écologistes altermondialistes ont été perquisitionnés ou même assignés temporairement à résidence. Plus de 3000 perquisitions administratives ont été pratiquées, le plus souvent effectuées pleine nuit, et elles ont été fréquemment assorties d'un usage disproportionné de la force, indigne d'un état de droit. Les renseignements justifiant la mise en œuvre de ces mesures se sont dans certains cas révélés totalement erronés ou fragiles. Ainsi, le 19 novembre 2015 à Nice, la police perquisitionnait un appartement sur la base d'informations erronées. Selon Nice Matin, les témoignages des riverains et les traces d'impact au niveau des serrures témoignent de traces de tir. Mais selon la police, aucune arme à feu n'a été utilisée. Des éclats ont néanmoins été projetés, c'est miraculeux quand même, dans la chambre voisine où dormaient 3 enfants. Une fillette a été blessée au cou et à l'oreille. Le 22 janvier 2015, le Conseil d'État suspendait l'assignation à résidence d'un homme accusé à tort, notamment d'avoir fait des repérages autour du domicile d'un membre de l'équipe de Charlie Hebdo. Il constatait que, j'ouvre la parenthèse, aucun élément suffisamment circonstancié produit par le ministre de l'Intérieur ne permettait de justifier que le suspect appartiendrait à la mouvance islamique radicale. Attentatoires aux libertés publiques, ces mesures ne font pas la preuve de leur efficacité. Seules 5 enquêtes concernant des activités terroristes auraient été ouvertes à la suite de perquisitions administratives. 5 enquêtes, ce qui ne veut pas dire 5 inculpations. Les conditions d'exécution, c'est là qu'on en vient aux choses pratiques, de ces perquisitions peuvent au contraire fragiliser les poursuites judiciaires. Pour cette raison, le 13 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Grenoble a relaxé des personnes chez qui des stupéfiants, une arme et des munitions avaient été retrouvées, qui n'a rien à voir donc avec le terrorisme. Jean-Jacques Urvoas, alors co-rapporteur de la commission parlementaire de contrôle de l'état d'urgence, devenu depuis garde des Sceaux, soulignait le 13 janvier 2015, c'est pas bien, que la législation d'exception ne doit pas être une alternative aux temps nouveaux, aux temps normaux. Elle doit être limitée. Et il a ajouté, on sent un essoufflement. Partout, on nous a dit que l'essentiel a été fait. Pourtant, la prolongation de l'état d'urgence est annoncée. Les cas litigieux vont se multiplier. Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et son financement, l'efficacité des garanties de procédure pénale, prévoit la pérennisation, au-delà de l'état d'urgence, des mesures juridiques d'exception. Il engage un glissement important des pouvoirs en faveur du pouvoir exécutif au détriment des garanties qu'offre le contrôle a priori des mesures restrictives de liberté par le juge indépendant.
Dans ce contexte de fragilisation des garanties des libertés publiques et de la séparation des pouvoirs, les sections locales de la Ligue des droits de l'homme, du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature ont décidé de constituer un observatoire départemental de l'état d'urgence. L'observatoire sera à la disposition des personnes ayant subi dans le département des Alpes-Maritimes des perquisitions ou des assignations à résidence ou toute autre mesure restrictive de liberté en relation avec l'état d'urgence afin de recueillir leurs témoignages. Il peut être contacté au numéro de téléphone et l'adresse. Bon, le numéro, on ne l'a pas encore déterminé, on est en train de souscrire à l'abonnement. Il procédera aussi au recensement des restrictions du droit de rassemblement ou de manifester qui auraient été justifiées dans le département des Alpes-Maritimes par l'état d'urgence. Donc voilà, c'est une réponse à la question que vous posez, que fait-on? Donc après, il va falloir qu'on s'organise avec l'ensemble des associations pour faire, comme la vôtre par exemple, pour faire remonter les informations qu'il pourrait y avoir et pour qu'on puisse agir. On est dans la réaction, hein. Vous voyez, on n'est pas dans la modification, mais bon, pour le moment, il faut au moins être dans la réaction. Bonjour, Cathy Lipsic, Amnesty International. Je voulais intervenir sur 2 ou 3 petites choses qui ont été dites. D'abord, en ce qui concerne la réaction et l'importance du travail des jeunes, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que pour l'instant, je ne suis pas encore très sûre de savoir où ils sont, car nous, dans les associations comme la nôtre, on a beaucoup de mal à pouvoir. On travaille avec eux le plus souvent possible, mais par contre, je crois beaucoup effectivement à la force de la jeunesse. Moi, j'ai commencé à militer en 68. Donc j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, je n'ai jamais arrêté depuis, et je crois que c'est ça qui m'a donné cet essor. Donc je crois vraiment qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Rester jeune politiquement, c'est pas une question d'âge. Mais bon. Ensuite, je voulais répondre à la dame qui a posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment on peut... Alors d'abord donner un petit témoignage sur l'incidence de l'état d'urgence sur le quotidien des gens, notamment en Ile-de-France, où j'ai des camarades d'Amnesty qui y sont bien sûr. Il se trouve que le mois de décembre, nous avons chaque année, mais ici aussi, une grande opération, si je puis dire, qui s'appelle 10 jours pour signer, pendant laquelle tous les militants de l'Amnesty, un peu partout en France, font signer pendant 10 jours des pétitions autour de 10 cas emblématiques qui sont recueillis dans le monde et qui concernent tel ou tel acte à dénoncer, comme la torture, la peine de mort,